Honorable assistance, permettez-moi de vous présenter nos travaux sur l'approche thérapeutique des affections respiratoires basses en pédiatrie, dirigée par le professeur Tadmori. Pour aborder ce travail de l'introduction à la conclusion, nous allons vous présenter nos matériels et méthodes et nos résultats que nous allons discuter. Alors, comme nous le savons tous, la détresse respiratoire chez l'enfant constitue une urgence diagnostique et thérapeutique. Les affections respiratoires basses sont une cause fréquente d'hospitalisation en pédiatrie. La prise en charge repose sur un diagnostic précoce et un traitement adapté pour prévenir les complications et améliorer la qualité de vie des patients. Notre objectif était de détailler les caractéristiques cliniques, étiologiques et thérapeutiques des affections respiratoires basses en pédiatrie. Pour cela, nous avons réalisé une étude rétrospective descriptive sur 6 mois au service des urgences pédiatriques du CHU de Fès. Nous avons inclus tous les patients hospitalisés pour détresse respiratoire secondaire à une atteinte pulmonaire. Donc, sur 223 détresse respiratoires répertoriées pendant la période d'étude, 215 patients avaient présenté une infection respiratoire basse, soit un pourcentage de 96,41%. L'âge moyen était de 1,1 an, allant de 2 mois à 15 ans, et nous avons noté une prédominance pour les enfants de 2 ans à 5 ans, et également le sexe féminin était prédominant. Pour ce qui est des antécédents, nous avons noté essentiellement une notion d'atopie familiale chez 37%, suivie de contagion virale, de contagion tuberculeux. Également, des antécédents personnels de cardiopathie congénitale et d'asthme ont été notés. Pour ce qui est des motifs de consultation, elles étaient dominées par la dyspnée fébrile à 82%, surtout chez les nourrissons de 2 mois à 23 mois, suivi de la toux fébrile, surtout chez les enfants de 2 ans à 5 ans, et la douleur thoracique était l'apanage des enfants de plus de 5 ans, avec un délai de consultation de 6 jours en moyenne. Sur le plan clinique, la détresse respiratoire était sévère chez 80% de la population, avec une saturation moyenne à 88% à air ambiant. L'auscultation pleuropulmonaire était normale chez 25%. Nous avons objectivé des ronflants chez 31%, suivi des crépitants, des sibilants et du silence auscultatoire. Sur le plan biologique, la CRP était positive chez 120 patients. La PCR respiratoire avait été faite chez 54 patients et avait isolé un germe chez 49 patients, surtout Bordetella pertussis, Haemophilus influenza et Staphylococcus aureus pour les bactéries, le rhinovirus, l'entérovirus et le VRS pour le virus. Il est à noter que le bilan physio était positif chez 2% de la population. Concernant les données radiologiques, la radiographie thoracique avait été faite chez tous les patients. Elle était revenue normale chez 31% de la population. Elle a montré des anomalies également telles que syndrome interstitiel, syndrome de condensation pulmonaire, syndrome d'épanchement pleural, et des images de miliaires tuberculeux chez un patient et de cavernes chez un patient. Pour ce qui est des autres images radiologiques, nous avons objectivé des images de pleurésie à l'échographie, une image de pleurésie enquistée au scanner et des foyers de condensation pulmonaire au scanner chez 10 patients. Les étiologies étaient dominées par les pneumonies, les bronchoalvéolites et les coqueluches. Nous avons également retrouvé des cas d'asthme, de laryngite virale, de corps étranger intrabronchique, d'empient pleural, de tuberculose pulmonaire et de kyste hydatique pulmonaire. La prise en charge était symptomatique chez 40% de la population et étiologique chez 60% de la population. La prise en charge symptomatique était dominée par la réhydratation, que ce soit par voie orale ou par voie intraveineuse, suivie des antipyrétiques, de la corticothérapie intraveineuse, de l'oxygénothérapie, des séances de kiné respiratoire et de nébulisation surtout au sérum salé hypertonique, au bêta-2 mimétique et à l'adrénaline. La prise en charge étiologique était dominée par la prise d'antibiothérapie, dont les classes thérapeutiques majoritaires étaient les macrolides et les bêta-lactamines. Comme autre prise en charge étiologique, nous avons également noté la prise de traitement de fond d'asthme, la bronchoscopie, le drainage thoracique et la prise d'antibacéaires chez 2% de la population. Donc, l'évolution était favorable dans la majorité des cas, notée par une amélioration clinique et biologique, avec un délai moyen de 8,5 jours en moyenne, allant de 1 jour à 15 jours. 1 jour, c'était pour les patients qui étaient admis pour extraction de corps étranger, et 15 jours, c'était des patients qui avaient présenté des pneumonies qui s'étaient compliquées de pleurésie. Et nous avons noté 4% de décès dans des tableaux de détresse respiratoire sévère ayant conduit aux mesures de réanimation non récupérées, surtout des patients qui avaient présenté une bronchoalvéolite sévère ou bien des patients chez qui on avait suspecté un terrain sous-jacent de cardiopathie, mais qu'on n'a pas pu identifier devant l'évolution rapide du tableau clinique. Donc, pour ce qui est de la discussion, l'âge moyen de notre série et la prédominance féminine sont cohérents avec les données de la littérature. La dyspnée fébrile reste le motif de consultation fréquent, en accord également avec d'autres auteurs. Sur le plan paraclinique, la CRP positive montre le caractère inflammatoire fréquent, même si le diagnostic différentiel entre virus et bactéries est souvent délicat.
La PCR respiratoire est revenue positive à 23%, également en accord avec d'autres données de la littérature, ce qui montre l'intérêt des méthodes moléculaires pour le diagnostic étiologique. Les radiographies thoraciques peuvent être normales dans les affections respiratoires basses, ce qui rend souvent difficile le diagnostic étiologique. Sur le plan étiologique, les pneumonies et les bronchoalvéolites sont les principales étiologies retrouvées en accord avec la littérature. Alors, ce diagramme nous présente nos différents traitements symptomatiques comparés à ceux de la littérature, donc des études menées en Italie et au Royaume-Uni. La réhydratation fait l'unanimité de tous les auteurs, ce qui montre l'intérêt de l'équilibre hydrique qui est le traitement fondamental. Les antipyrétiques également pour améliorer le confort des patients. La corticothérapie intraveineuse, dans notre cas, avait été utilisée à 58%, soit 2 fois plus que les autres auteurs. Ces différences s'expliquent soit par la sévérité des cas, soit par une tendance locale. Donc, cette pratique mérite d'être mieux analysée pour éviter un usage excessif. La kinésithérapie respiratoire également montre notre approche active à favoriser le drainage des voies respiratoires. Les séances nébulisation sont une pratique partagée dans la littérature. Pour ce qui est de la prise en charge étiologique, l'antibiothérapie prédomine, notamment les macrolides, ce qui peut s'expliquer dans notre série par les germes dominants tels que Bordetella pertussis, mais il est essentiel de mieux différencier viral et bactérique pour éviter la surconsommation d'antibiotiques. On a des traitements spécifiques tels que la bronchoscopie et le drainage thoracique en fonction des cas et en fonction des cas graves. Dans la littérature, il y a des discussions qui se font entre la prise d'antibiothérapie dans les infections respiratoires basses. Il y a des auteurs qui préconisent la prise d'amoxicilline pour les infections respiratoires, mais il y a d'autres auteurs qui préconisent de limiter la prise d'antibiothérapie et surtout de favoriser le traitement de support et de donner les antibiotiques quand c'est nécessaire. Donc, en conclusion, les infections respiratoires représentent une urgence pédiatrique majeure dont l'évolution peut être rapide et dramatique. La rapidité d'évaluation, la mise en place immédiate des mesures de soutien vital et surtout le traitement étiologique adapté sont essentiels pour assurer la survie de l'enfant et limiter les complications. Nous vous remercions.